il faut poster, 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 poster. En fait, essayer de garder cette récurrence euh, parce que les gens, ils sont infidèles. C'est-à-dire que bah, toi, tu n'es pas dispo, je vais écouter le podcast d'à côté. Et celui-là, il n'est pas dispo, je vais écouter l'autre. Et du coup, toi, je vais peut-être t'oublier. S'il n'y a rien dans les 2 3 semaines, bah, tu n'existes plus pour moi. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut les amis, on est de retour pour un Hawker business. Je suis aujourd'hui avec Dicom Makeng des Musli Boys qui a créé une entreprise de food, on peut dire, qui en même temps a tout un podcast et beaucoup d'émissions, notamment sur Clubhouse quand l'application s'était lancée. Salut Dicom. Salut. Et je suis avec Momoran du studio Majorel qui est affilié à The Family et qui est en fait un studio de création vidéo, si je le résume bien, qui accompagne les entreprises dans la création de vidéos et dans leur stratégie. C'est ça, et les créateurs indépendants aussi, de plus en plus. Ok, bah super. Donc on est là aujourd'hui pour aborder quelques thèmes, parfois de manière un peu fouillie, mais notamment pour en fait comprendre comment réussir à créer du contenu et de faire de ce contenu et des business et des choses rémunératrices. Moi, ma première question, c'est aujourd'hui, est-ce que se lancer dans du direct to consumer, donc dans des entreprises qui vont chercher les clients eux-mêmes sans passer par des tierces, est-ce que la création de contenu est devenue une quasi-obligation? Mo? Oui, la création de contenu, après c'est hyper large, tu vois, je pense qu'ils le font déjà. Toutes les boîtes maintenant ont leur petit blog, à minima, etc. Après la question si c'est plus la création de contenu vidéo sur YouTube, etc. Moi je pense que vraiment c'est, je dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est tellement accessible aujourd'hui que c'est dommage de ne pas le faire. Et après, ouais, faut y aller, hein. Moi, typiquement, nous, on crée du contenu pour des entreprises et on le faisait pas pour nous, tu vois. Okay. Depuis, je crois, il y a à peine un mois qu'on commence vraiment à créer beaucoup de contenu de notre côté. Et clairement, tu vois la différence, tu vois, que ce soit des petits reels marrants sur Instagram. Même maintenant, c'est sur YouTube, je sais plus comment ils ont appelé ça. Les shorts, je Les crois. shorts, voilà. Ah oui, il y a ça maintenant. Ouais, c'est ça, il y a j'ai les vu, shorts. Ou même des vidéos plus longues, vraiment travaillées avec. Donc, nous, on a lancé une série de vidéos là sur un peu partager nos connaissances sur YouTube, la création de contenu et tout. Et ça change tout en fait, parce que tu crées en fait. Nous, c'est ce qu'on appelle la préférence de marque, où en gros, tu bosses avec le crayon, pas parce que leur produit il est cool, ou que leur prix il est intéressant, ou leur feature, etc. C'est juste parce que tu as une relation avec eux, tu as suivi leur contenu, etc. Et du coup, tu les suis. Et nous, c'est exactement justement, tu parlais de The Family. Nous, on a rejoint The Family avec mon associé Sarah, parce que pendant 2-3 ans, on était biberonnés à tout leur contenu sur YouTube, etc. Et en fait, quand on les a rencontrés et qu'on a décidé de s'associer, c'est genre, il n'y a même pas eu de négociation, tu vois. Nous, c'était limite un rêve. Et c'est exactement l'effet que recherche, tu vois, un agent immobilier quand il te fait visiter des appartes. Complètement. En général, quand tu commences à lui poser des questions sur les plaintes et tout, il Ouais, sait que ça va pas le être faire. galère, ouais. En général, il sait que s'il veut te vendre l'appart, il faut que tu rentres et tu dises waouh, il y a un coup de cœur. Et ben c'est ça que tu veux créer en fait chez les gens, ce côté coup de cœur et enlever la rationalité et leur amener le côté en fait humain et le rapprocher. Et donc c'est pour ça que je pense que la création de contenu. Et après il y a création de contenu pub et création de contenu. Moi je parle plus de contenu qui n'est pas de la pub, qui est où Brand tu apportes, content. voilà, c'est ça, Ouais, Qui apporte de la pour valeur. moi, c'est comme on 3 dit. trucs, c'est soit du divertissement, soit du knowledge, enfin des connaissances, soit peut-être un truc entre les deux, ou c'est peut-être de l'info, De l'inspiration, de par l'inspiration, voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment important, parce que ça crée cette relation de proximité avec les gens. Il y a beaucoup de contenu inspiration en ce moment. Sur que ce soit des trucs américains ou français, je vois énormément de pages Instagram d'inspiration entrepreneuriale. C'est-à-dire, tu prends une vidéo de Will Smith, tu la mets en reel et tu mets les sous-titres avec la petite musique. Tu vois, j'en vois tellement. Il y a même des gars qui doublent maintenant Oui. en voix française. Et donc, pour moi, ça, c'est en fait, tu prends un contenu qui est déjà existant,
mais tu le mets à ta sauce. C'est peut-être aussi avec ta marque de food, ce que vous pouvez réussir à faire grâce à vos podcasts, c'est qu'en fait, on suit vos aventures et vos rencontres. Et donc, du coup, on a confiance en vos produits parce qu'on a aussi cette sensation de vous connaître et de savoir d'où vous venez, quoi. Si je dois donner un exemple, par exemple, c'est il y a des marques, notamment, je crois que Dior a lancé son podcast, par exemple. Je sais pas du tout. Contenu audio, ouais, ils font ça avec une boîte, je sais plus. Mais en fait, il y a énormément de marques qui lancent des podcasts en rapport avec leur marque. Et tu vois, nous, avec le podcast, c'est vraiment plus pour promouvoir nos nouveaux business. Et en même temps, depuis peu, beaucoup de gens s'intéressent à la monétisation du podcast, monétisation du contenu audio. Et du coup, même si tu n'as pas de marque, et ben maintenant, quand tu crées ton contenu, et ben les grosses plateformes commencent à se dire, du coup, tu vas être payé pour ton contenu et tu vas plus attendre qu'une marque vienne te voir pour sponsoriser ou pour payer au coup par clic ou pour faire ce genre de choses-là. Là, en gros, si tu arrives à créer une audience, et ben ton audience pourra payer pour avoir accès à ton contenu, tu vois. Complètement. Et on peut le voir que Joe Rogan, le podcasteur américain, s'est fait racheter l'entièreté de ses podcasts et la promesse de ses futurs par Spotify à 100 millions d'euros. Je vous mets le lien de la vidéo de Marketing Mania sur le sujet. Le 19 mai 2020, Spotify a annoncé qu'ils ont obtenu l'exclusivité du podcast américain The Joe Rogan Experience pour plusieurs années. Le jour même, le Wall Street Journal révèle le montant du contrat qui s'élève, d'après une source proche du dossier, à 100 millions de dollars. Et donc du coup, on voit que c'est en train de prendre de l'ampleur, que ce soit le podcast, mais même en fait toute cette industrie, que du coup en fait la télévision ou d'autres types de plateformes de création de contenu en fait perdent en impact, notamment chez les nouvelles générations. Est-ce que aussi, par rapport du coup à ce modèle un peu télévisuel à l'ancienne, est-ce que du coup aujourd'hui, comme beaucoup de gens peuvent avoir la capacité, c'est ce que tu disais Mo, est-ce que du coup ça permet d'avoir une pluralité et des sujets beaucoup plus larges? Ouais, c'est clair. Nous, la thèse de départ de Studio Majorel, c'était vraiment de parler de sujets de niche. Et ce qu'on veut dire de manière un peu dissimulée par sujet de niche, c'est des sujets que personne ne traite, tu vois. Et donc, c'est aussi les personnalités qui sont jamais mises en avant, etc. Et donc, pour moi, comme l'entrepreneuriat, c'était chez The Family un bon moyen pour permettre à n'importe qui, même qui n'a pas eu les bonnes chances au départ ou les bonnes études, etc., d'accéder à l'entrepreneuriat. Nous, on pense que la création de contenu, c'est l'entrepreneuriat de demain. Et d'ailleurs, nous, on considère les créateurs de contenu comme des entrepreneurs et pas comme des influenceurs. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que c'est l'occasion de parler de tous les sujets et de mettre en avant des gens qui... Enfin, tu vois, regarde nos émissions, les premiers podcasts qu'on a fait avec des créateurs, c'était vraiment sur des sujets. Enfin, tu me diras, le rap français, c'est même pas un sujet de niche maintenant. Mais quand tu regardes à la télé, t'as l'impression. Oui, quand tu regardes à la télé, t'as l'impression. Il n'y a pas d'émission de rap de grande écoute. C'est incroyable. Alors c'est le numéro mainstream. Ouais. T'as peut-être Click, mais c'est pas vraiment il parle pas vraiment de rap, il parle de pop culture de manière générale et tout. Et même d'autres sujets encore plus niches, tu vois. On a un podcast qui s'appelle Tant que je serai noir avec Tsipora qui parle justement de la problématique des femmes noires qui ne souhaitent pas avoir d'enfants et à quel point c'est un tabou et à quel point ça peut être difficile à vivre, à expliquer, etc. Et derrière, en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu fais un sujet niche comme ça, c'est que le sentiment, tu parlais de confiance et de sentiment d'appartenance, il est 10 fois plus fort en fait. Parce que quand tu tombes sur le contenu et que ça te touche, tu te dis ah enfin quelqu'un qui parle de mon sujet. Là où tu vois, nous on dit toujours aux gens prenez le truc le plus niche possible au départ pour avoir cet effet-là. Si tu plais à tout le monde, en fait tu plais à personne. Ah, c'est complètement ça. Et puis tu crées d'ailleurs beaucoup plus difficilement un esprit de tribu, de cohésion globale. Mais donc, du coup, comment on crée une communauté? Pour moi, c'est marrant parce que je parlais avec quelqu'un de ça il n'y a pas très longtemps qui voulait se lancer dans le développement personnel, tu vois. Cette personne-là, elle n'a pas de réseaux sociaux. Ok. Donc à la base, il y a là, il y a déjà un problème. Déjà, si tu n'as pas de compte personnel sur lequel tu peux interagir avec les gens, tu pars déjà de -10. Tu vois ce que je veux dire? Donc, premièrement, il faut se créer un compte.
personnel, il faut interagir avec les gens, il faut montrer que tu es là, donc poste du contenu, tout simplement, poste, ça va dépendre des plateformes, mais par exemple TikTok, en général, bah, sauf si tu as une communauté déjà sur Insta, tu n'as personne. Et en gros, TikTok te permet d'exploser du jour au lendemain, donc poste en fait une fois tous les 2 jours, une fois tous les jours si tu peux, enfin poste le plus souvent possible et vois, tu vois, et en fait crée quelque chose dessus. Une fois que t'as des gens, essaye de les faire basculer d'une plateforme à l'autre. Il faut poster, 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 poster. En fait, essayer de garder cette récurrence parce que les gens, ils sont infidèles. C'est-à-dire que bah, toi, tu n'es pas dispo, je vais écouter le podcast d'à côté. Et celui-là, il n'est pas dispo, je vais écouter l'autre. Et puis, du coup, toi, je vais peut-être t'oublier. S'il n'y a rien dans les 2-3 semaines, bah, tu n'existes plus pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les enfants, je crois, avant un certain âge, les nourrissons, quand, par exemple, ils vont te regarder et que tu vas jouer à quelque chose avec eux, tu vas disparaître et revenir comme ça, en fait, dans leur tête, si tu disparais sous la table, tu n'es vraiment plus là. Et après, tu reviens, après, en fait, ils sont souvent surpris après. Ils te redécouvrent. Ils te redécouvrent, tu vois. Et en fait, c'est pareil pour les gens. C'est en fait, si au bout de 2-3 semaines, tu n'as rien posté parce que tu as fait tes vacances, etc. Et si tu n'as pas prévenu les gens que c'était une coupure en disant, voilà, fin de la saison 1, on fait la saison 2 plus tard, et les gens, ils t'oublient. Surtout si tu n'as pas de présence sur les autres réseaux. Mais du coup, le fait de produire beaucoup, est-ce que c'est au début plus important que de privilégier du coup presque la quantité à la qualité? Je pense que ça peut. En fait, c'est un jeu de grand nombre, quoi. Plus t'en fais, plus t'as des chances qu'il y en ait un qui marche, etc. Mais je pense qu'il y a un truc qui est aussi hyper important et qui est beaucoup moins dit par les gens de manière générale sur la création de contenu. Et t'en parlais, c'est aussi d'interagir avec les gens, en fait. Et même dans la création de business, c'est la même chose. Moi, je connais plein de gens dans mon entourage qui lancent, je sais pas, des Shopify ou des trucs comme ça, qui essaient de vendre des produits. En fait, au début, t'as pas besoin d'un Shopify. Au début, tu as ton produit, tu vas dans la rue, tu vas là où les gens sont, tu leur parles et au début, tu en vends 1, puis 2, puis 3. Et déjà, pour monter de 1 à 10, tu peux le faire avec les gens que tu connais, etc. Et pour le contenu, c'est pareil en fait. Moi, typiquement, là, on a lancé une série sur notre chaîne YouTube, on arrive à 1000 abonnés. Les 1000 premiers abonnés, je les ajoute tous individuellement sur LinkedIn. Je leur parle, j'essaie de voir c'est quoi leur problématique du moment, on discute et tout. Extrêmement intéressant. Et c'est hyper important en fait parce qu'au début tu peux pas jouer sur le grand nombre dès le début en fait. Ouais. Au début il faut faire du one-to-one, il faut aller convaincre les gens un par un, etc. Parce que les gens, comme tu as dit, il y a 10 000 contenus, pourquoi ils iraient voir toi plus que les autres? Et si toi tu es le seul qui fait un effort, qui en plus de leur amener le contenu, leur parle, essaie d'en savoir plus sur eux, vraiment les voit comme un individu. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me suivent, puis après je les ai, ah bah tiens, est-ce que ça dirait d'être invité sur le prochain live? Moi, ça me tue, il y a des gens avec qui on a bossé, ils disent ouais, ça marche pas et tout, puis je vais voir, ils ont des commentaires et ils répondent pas. Genre, pour moi, ça c'est genre, c'est même pas le niveau sur YouTube ou sur partout, Instagram, partout. Mais genre, quand t'as un commentaire, c'est génial. Il y a personne qui a pris peut-être 2 minutes de sa vie. Et des fois, en plus, c'est des vrais commentaires un peu longs, un peu argumentés et tout, parce qu'au début, les gens, ils voient t'as 2 abonnés, donc ils essaient de t'aider et tout, et ils répondent pas. Alors que c'est en répondant à ce commentaire-là que lui va en parler à son ami le soir. Au début, c'est vraiment du bouche à oreille, c'est du un par un, quoi. Faut pas se dire, on va faire 10 000 d'un coup. Les 1000 premiers, je pense, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Faut vraiment se dire ça en tête. Après, de 1000 à 10 000, peut-être ça peut encore prendre 1 an ou 2 ans. Et après, 10 000 à 100 000, encore 1 an ou 2 ans. Tu vois, c'est vraiment. C'est la même durée pour à chaque fois l'exponentiel. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est exponentiel. Donc au début, tes 1000 premiers, c'est le plus dur en fait. Donc il faut y aller un par un. Il faut vraiment se dire dès le début, ça va être dur, il va falloir y aller. Évidemment, quand tu as une entreprise et que tu le fais, bah, tu as déjà une communauté de départ, tu as tes clients, tu as tout ça, donc ça peut aller un peu plus vite. Nous, on bosse avec des entreprises, donc on va les conseiller aussi. Tu peux aller payer des gens aussi pour promotionner ton contenu, ça peut accélérer les choses. Par exemple, tu fais un post et il a 10 000 vues, on va dire. Bah là, tu peux être sûr que tu te dis, bon, ok, il a vécu toute sa vie en organique, maintenant je vais le booster. C'est ça. Parce que les gens, naturellement, ont aimé le contenu. Du coup, là, tu le boostes encore plus et du coup, ça touche ce qu'on appelle les lookalikes, tous les gens qui ressemblent aux 10 000 personnes qui ont vu ou commenté. Et du coup, tu multiplies, tu vois, le nombre même de le personnes. coût est beaucoup plus faible parce que l'algorithme sait que c'est un contenu que les gens aiment, etc. Ouais. Donc lui, ça l'aide à garder les gens sur la plateforme, donc il fait moins payer. Tu sais, c'est un système d'enchères, donc tu es en face d'autres contenus. Donc il y a tout intérêt
quand on fait de la promotion de son contenu, de miser d'abord et avant tout sur ceux qui ont marché en fait. C'est ça. Sur ceux qui ont marché et en fait, on ne sait pas tout de suite ce qui va marcher. C'est avant même tout ça, c'est de se dire, crée du contenu. C'est ça. Crée du contenu, apprends du contenu que tu as fait. Parce qu'en fait, avant de faire du quali, parce qu'en fait, tu peux faire du quali, du hyper quali, si personne ne le voit, ça sert à rien. Et la Rolls garage. Exactement. Alors que si tu fais du contenu, tu auras des retours et tu pourras améliorer. Mais il y aura déjà une, deux, trois, quatre vidéos qui sont sorties. Du coup, on peut juger les 4 au lieu de juste celles que tu aurais faites très On peut quali. juger les 4, mais surtout, tu auras une facilité. Ce sera plus simple pour toi de sortir, en tout cas si tu n'as pas le matériel, de sortir des vidéos moins quali, mais sortir plus souvent, pour que les gens se disent « Ah bah putain, il y a une régularité, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool », plutôt que de te dire, moi j'ai rencontré plein de gens qui disaient « Ah mais moi, il me faut un micro comme ça, il faut que j'ai le micro Shure, il faut que j'ai le truc comme ça pour que ça fasse stylé, il faut que j'achète un logiciel pour monter les… » Je dis « Mais mec, t'as un Mac? Ok, t'as GarageBand sur ton truc, tu vois ce que je veux dire? Mets ton truc sur GarageBand, fais avec tes moyens. » Vous, je pense, avant d'avoir tout ce matériel-là, vous avez dû regarder sur YouTube des tutos de comment les gens font, les gens que vous admirez, ils font comment, ils montrent ce qu'ils utilisent cette lumière-là, ça. Vous avez dû saigner le truc pour ensuite vous dire, ok, on va commencer avec ça. On a notre iPhone aussi qui peut servir en troisième caméra. On n'a pas besoin d'avoir 3 caméras de ouf. Tous ces trucs-là, et au fur et à mesure, vous avez acheté le matos. Au niveau de la light, ok, il y a ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une grosse caméra pour faire tous ces trucs-là, ou est-ce que c'est juste relou de le faire et les gens, en fait, ils s'en foutent? Un des trucs que beaucoup de gens négligent, c'est que parfois on a du succès sur ses propres posts LinkedIn, sur ses propres vidéos, sur ses podcasts, et on n'est plus certain de pourquoi ce succès est arrivé. Et donc du coup, on a notre intuition, on pense que ça va être pour la qualité du copywriting pour LinkedIn, par exemple. Pour ceux qui nous suivent, copywriting, c'est le fait d'écrire une page de vente qui donne envie d'être lue. Ouais. Et ça se trouve, on va être pour ça, alors qu'en fait, c'est juste pour la dernière phrase très émotionnelle qui donnait envie de réagir aux gens, qui a fait grossir tout ce post. Et sur LinkedIn, c'est souvent la première phrase. C'est-à-dire, c'est la première phrase, effectivement, où des gens ne vont juste même pas lire le plus, ils vont juste lire la première phrase. J'avais toutes les chances. Sautage de ligne. Hier, j'ai vendu, je sais pas quoi. Et ma boîte, au final, elle fait ça. Donc, lien dans les commentaires. Exactement. Puis tu parles d'émotions. Je pense qu'il y a un truc important aussi à parler. Tu vois, on parle un peu de loi du marché et tout. C'est cool, mais ce qu'il ne faut pas perdre aussi de vue, tu vois, quand tu crées du contenu, il faut aussi que ce soit un kiff. Il faut aussi qu'au début, tu le fais, tu vois, je te disais, tu convaincs 1, 2, 3 personnes, mais tu vois, ça demande tellement de travail et tellement de régularité aussi, tu parlais de régularité, qu'il faut que ce soit, et c'est ce qui va se ressentir aussi à travers la caméra, ou même si tu fais de la curation, des photos et tout, que tu kiffes en fait ce que tu fais, que tu le fais avant tout pour, je dirais pas la passion, mais en le faisant, c'est un taf, tu vois, mais en le faisant, tu apprécies ce que tu fais, etc. Moi, je vois des gens où tu sens que c'est forcé, c'est pas leur délire de se mettre devant une caméra ou de parler, etc. Et ils se forcent. Je pense qu'il faut faire un truc où tu te sens bien et c'est ça qui fait que les gens ont envie de te suivre. C'est qu'ils sentent que le gars, il est épanoui dans ce qu'il fait. Putain, il a 10 followers, mais on dirait sur le live, on est 3000, il est à fond et tout. Et c'est ce qui fait que ça marche. Tu vois, moi, je prends toujours l'exemple de McFly et Carlito. Aujourd'hui, ils sont au sommet de YouTube et tout. Mais tu regardes leurs premières émissions où ils étaient, je crois, sur Énorme TV. C'est une chaîne du câble très loin dans les 300-400. Il y avait personne qui les regardait, mais les émissions, elles sont préparées de fou. Il y a un décor de malade. Il y a la même énergie qu'ils ont aujourd'hui. Et en fait, tu vois qu'ils le faisaient pas pour gagner de l'argent. Ils le faisaient parce qu'ils adoraient ça et qu'ils pouvaient pas faire autrement. En fait, s'ils le faisaient pas, ils avaient pas d'autre d'alternative. En fait, ils avaient vraiment envie de s'exprimer, etc. Donc, pour moi, c'est avant tout ça. Il y a aussi une dernière chose qui m'intéresse aussi, c'est le plan de carrière. Je prends l'exemple de Damso, ce que je vous disais en off tout à l'heure. Il a expliqué récemment dans une interview que lui, un peu comme à la manière un peu d'école de commerce, il avait un plan de carrière, étape par étape. Et en gros, tout son objectif à lui, c'était vraiment de se dire, en fait, je vais faire tel nombre d'albums en major. Puis après, je vais pouvoir prendre ma liberté. Puis après, je vais pouvoir me produire moi-même. Puis après, je vais pouvoir faire… Et donc, du coup, il avait prévu tout ça. Je ne dis pas que c'est arrivé, évidemment, comme il l'entendait ou qu'il n'y a pas eu évidemment de surprise au passage, mais
c'est un peu ce qu'on expliquait. Peut-être qu'on commence par la curation, puis après, quand on commence à avoir une base, on commence à se montrer, puis après, on commence à inviter des gens, à faire des partenariats, puis on commence à faire grossir notre communauté, à inviter des abonnés. Quel est, selon vous, le plan, si jamais, maintenant que vous savez ce que vous savez sur votre propre carrière, sur votre contenu, propre etc. développement, quel plan vous aurez décidé au tout début, si jamais pas vous deviez refaire, mais si vous deviez arriver le plus loin possible dans ce que vous savez maintenant de la création de contenu? Dicom? Alors, je vais parler du podcast. Ouais. Et en général, en fait, être propriétaire au même titre que dans le monde de la musique, être propriétaire de tout son contenu, c'est hyper important parce que là, on le voit avec les podcasts, il y a eu pas mal de scandales en 2020, notamment aux États-Unis et au UK, avec des contenus de podcasteurs femmes qui sont entrés sous le giron de Spotify et que du coup, à un moment, elles se sont fait virer de leur propre podcast. C'est dur. Tu vois, et donc le contenu, elle ne pouvait pas le récupérer, tu vois ce que je veux dire? Et donc, créer le maximum de contenu qui est propriétaire et le garder, parce que on voit tellement de gens qui réutilisent son contenu. Tu sais, par exemple, le truc de Will Smith, les gens, ils vont curer ça, ils vont le réutiliser, etc. Donc, être propriétaire des versions longues de tout ce que tu as, pour moi, c'est hyper important au cas où, à bout d'un moment, il y a un crash d'un truc, de quelque chose. Toi, tu es propriétaire de ton contenu, quoi. Donc, en gros, on est dans une ère de la création de contenu audio aussi. Et au même titre que la musique, les gens passent du temps à écouter des podcasts et du contenu audio. Donc, ça a de la valeur et il faut en être propriétaire, même si c'est diffusé sur d'autres trucs, tu vois. Parce que le jour où tu veux mettre une pub sur ton truc, machin, et ben tu peux le faire, tu vois. T'es maître de ta destinée. Tu parlais d'Amso. Après, d'Amso, il y a beaucoup de storytelling et il y a aussi le biais du. Bien sûr, il y a le biais du l'idée vainqueur, m'intéresse tu vois. plus que la réalité. L'idée c'est m'intéresse ça. plus que la réalité. Mais il dit ça une fois qu'il y est arrivé. Donc, tu vois pas tous les gars qui avaient des plans Oui. qui sont encore à Bruxelles en train d'attendre, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est un peu un biais cognitif. Mais ouais, moi, je suis d'accord avec toi. La propriété, c'est vraiment hyper important. Nous, tous les créateurs qu'on accompagne dans la création de leurs médias, on essaie dès le début de leur expliquer. Nous, on n'achète pas vos droits, on vous accompagne dans la création de contenu, on fait un deal où on partage ce que vous arrivez à gagner grâce au contenu, mais les droits, ils resteront toujours à vous, etc. C'est vraiment pas l'objectif. Là où toutes les autres boîtes de prod, même des Webedia ou des trucs comme ça, eux, leur premier objectif, c'est déjà de loquer les droits sur 3-4 ans, et après, on parle. On a même des créateurs. L'autre jour, je parlais avec un créateur qui est dans la musique classique. Il me dit, ouais, j'ai France Culture qui m'approche, ils veulent faire un pilote. J'ai France 2 qui m'approche et tout. Je lui dis, ok, fais des pilotes et tout, mais tu vas voir, c'est politique, la télé, c'est très compliqué. Tu vas peut-être faire une saison, c'est pas sûr que tu vas faire la deuxième. Peut-être qu'ils vont vouloir te remplacer par quelqu'un d'autre. Tu n'as aucun pouvoir, en fait. Là, l'avantage, c'est que si tu fais ton émission sur YouTube, parce qu'il a déjà du contenu sur YouTube, ce créateur, ça va prendre beaucoup plus de temps, tu vas gagner beaucoup moins d'argent au début, mais en fait, tu peux arriver au même résultat, peut-être que dans 3 ans, mais là, ils vont t'acheter ton concept, ta communauté avec, et ils pourront pas le changer. Voilà ton concept. C'est ça. Alors que s'ils créent le truc avec toi, en fait, ils ont l'impression que ça leur appartient. Donc ils te disent, ouais, toi, t'es juste le présentateur, en fait. Qu'est-ce que tu viens nous saouler Mais sois au clair sur ça. C'est ça. Si pour toi, c'est très clair que ils te payent un salaire pour que tu présentes le truc, ok, si c'est clair comme ça, tu fais le deuil du truc en disant, bah voilà, Exactement. moi, je serai que le présentateur. Après, tu peux négocier aussi, de dire, bah comme je suis aussi le créateur, je veux un chèque pour avoir créé et en plus, je veux un salaire. Parce que eux ne vont pas hésiter à te le demander si c'était le contraire, tu vois. Complètement. Donc, il faut demander. Et en plus, pas parce que tu fais ça qu'il faut négliger ta chaîne YouTube ou ton activité. C'est ça, parce Il qu'en faut fait, même utiliser la visibilité que donnerait France Télévisions ou France Culture pour justement faire booster tes propres canaux. mais ça, il faut le négocier parce que ça, ça souvent, se négocie. les chaînes comme ça, c'est des anciens, hein, les mecs qui sont sur ces chaînes-là, donc ils vont te dire, ouais, mais du coup, ton contenu sur YouTube, on préfère que tu le fasses moins parce que ça va venir cannibaliser ce que tu fais sur France 2. Et ça, il faut être hyper ferme en disant que toi, ton truc, il était là avant et donc tu vas pas l'arrêter.
pour qui que ce soit, en fait, tu vois. Et ça, faut vraiment être ferme et pas dire, ouais, je peux l'arrêter un petit peu parce que tu reprendras jamais, sauf quand ils t'auront viré. Ouais, exactement. Et du coup, tes fans qui te suivent que sur YouTube, qui n'iront pas suivre forcément sur la chaîne en question, mais ils vont se dire, ouais, mais mec, t'es parti parce que là, tu t'es pris pour je sais pas qui, et là, tu reviens maintenant la queue entre les jambes, tu vois. Donc, il faut être hyper ferme avec les nouveaux qui veulent bosser avec toi, plutôt que de délaisser les autres, tu vois. Il y a Kian, je trouve qu'il fait bien ça avec Canal+, tu vois, depuis Bref. À chaque fois, tu sentais qu'il y avait un deal où au bout d'un moment, les épisodes, ils arrivent sur YouTube, sur sa chaîne à lui, il garde les droits sur le long terme. Enfin, tu vois, je trouve qu'il fait bien ça, tu vois. Ouais. Même, là, récemment, son émission, Un bon moment. Un bon moment, c'est Il a bien sponsorisé négocié. par Canal. Ok. Ils savent bien négocier, en fait, ce truc-là, parce qu'ils savent qu'en fait, aujourd'hui aussi, quand tu crées du contenu à la télé, c'est beaucoup consommé, surtout si tu t'appelles Kian ou même ta Ouais. clique avec Mouk Dachour. C'est consommé sur les YouTube réseaux, en fait. ouais, Donc ouais. si la chaîne t'autorise pas à le diffuser ou si c'est elle qui maîtrise le truc Ah, c'est relou. et qui met pas les bonnes miniatures ou les bons trucs comme c'est toi vrai. t'aimes Ouais, faire, ouais, ouais. ça va pas marcher. En fait, il faut être un requin. C'est ça. Et quitte à ne pas avoir le deal, au final. Parce que, au final, s'il y a le deal et que tu n'as pas été assez requin, c'est toi qui payes les pots cassés à la fin. Tu vois, c'est toujours Ouais, ça. bah, t'es bloqué après. T'as pas entendu l'histoire là du gars de. C'est une télé-réalité, je crois, en Corée, où le gars il se retrouve dans l'émission, c'est un truc de boys band, tu sais, et il se retrouve dans l'émission un peu par hasard parce que ses potes l'ont invité et tout. Et il se lance dans le truc, il dit vas-y, je le teste et tout, mais il a pas envie de le faire, tu vois. Et en fait, ça s'avère parce qu'il sait pas chanter, il sait pas danser, il sait rien faire. Et en fait, je sais pas, ça marche trop bien, les gens le kiffent. Son côté nonchalant, qui fait rien, qui veut pas danser et tout, ils kiffent. Et ils votent tous pour lui à chaque semaine. Et au bout de 3 semaines, il dit aux gens, s'il te plaît, arrêtez de voter pour moi, j'ai pas envie de faire ça. Et en fait, il se rend compte qu'il peut même pas arrêter parce qu'il a signé un contrat. Et tant que les gens le votent pas dehors, il est obligé de rester. Plus il va dire. Et qu'il du faut coup, pas à le chaque. faire, plus on va voter Et pour lui. exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, les gens, en fait, ont fait une campagne. Enfin, les gens qui sont fans de lui, ils ont compris qu'il voulait sortir et ils ont fait une campagne pour qu'il, genre, voter contre lui, tu vois, genre pour lui rendre service. Et il a fini par sortir. Mais c'est pour te montrer à quel point un contrat. Parce qu'en fait, s'il sortait du contrat, il devait payer. Non, c'est pire, il devait payer une amende. Il devait payer, non seulement rembourser ce qu'il a gagné, mais en fait payer Des dédommagements à la les chaîne, dédommagements pour exactement les de ce qu'ils ont perdu à cause de lui, parce qu'il leur ramène énormément de gens qui votent, tu vois, ça fait de l'argent, Ouais, etc. je comprends, ouais. Donc, et il y a souvent des contrats comme ça, tu vois, où les conditions. En fait, il faut regarder les conditions de sortie. Si tu parlais d'entrepreneuriat, c'est pareil. Même quand tu t'associes à quelqu'un ou un investisseur, le plus difficile à négocier, c'est là où qu'est-ce ça qui se passe, qu'est-ce qu'on fait pour sortir, voilà ça. Je vais terminer du coup cette émission Ok. par une question assez simple, c'est quel thème ça vous amuserait de voir sur le crayon dans ce type de table ronde de business sur différents sujets, c'est pas forcément la création de contenu. Quel sujet vous amuserait de voir? Alors moi, ce qui m'amuserait de voir pour ton audience, pour votre audience, je ne sais pas quelle tranche d'âge c'est, C'est globalement 18-34, mais on va dire 18-30 en vrai. négocier les contrats. Ok, très bonne Négocier les idée. contrats. Négocier les contrats, de la négociation pour pas se faire entuber. Parce qu'il y en a plein qui veulent être des youtubeurs, il y en a plein qui veulent signer des contrats. Et 18-24 ans, c'est l'âge où tu vas aller à fond. Et la négociation de contrat, ouais. Très très bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Ok. Propriété intellectuelle, faire Ouais. peut-être parler des avocats vraiment qualifiés qui s'y connaissent en propriété intellectuelle, comment tu négocies tes droits, etc. sur le long terme, ça peut être Bah, intéressant. excellente idée. Merci Ouais. beaucoup les gars. Intéressant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à lâcher un petit like. Allez checker aussi Lucky Day et Studio Majorel sur YouTube ou sur les plateformes de podcast pour Lucky Day. C'était Valorant pour le crayon. On se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao. Salut.